Je m'appelle Justine, je suis interne en médecine d'urgence et en stage en réanimation à Percy. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fibrinolyse intrapleurale. Du coup, on va partir d'un cas clinique. C'était Madame D qui avait 53 ans, une dame qui était suivie principalement pour un adénocarcinome qui était multimétastatique d'emblée, qui avait été diagnostiquée quelques mois auparavant sous thérapie ciblée, qui avait eu au dépôt une pose de pleurix à gauche sur un épanchement pleural qui était chronique et qui avait été pris en charge en réanimation pour une défaillance respiratoire multifactorielle et qui, au cours de l'hospitalisation, avait présenté une dégradation septique avec un épanchement purulent sur le pleurix qui était difficilement drainable. Juste pour info, le pleurix, du coup, c'était un système qui permet de drainer de manière régulière les épanchements chroniques. Ça existe pour le poumon et pour la cite. Et en gros, c'est un cathéter c'est un drain qui est comme les catécanos, c'est tunnalisé à la peau. Du coup, quelle stratégie thérapeutique est-ce que vous adopteriez en première intention? À savoir soit une antibiothérapie associée au drainage pleural seul, soit de la chirurgie d'emblée, ou alors une fibrinolyse intrapleurale. La réponse D. La réponse D. Antibiotique. Il y a des fois on est soutenu et il y a des fois on n'est pas, des fois on est moins soutenu. Mais en tout cas on se souvient toujours. En tout cas, pour introduire tout ça, je vais juste revenir sur les épanchements pleuraux de catégorie transsuda, exsuda, et nous on va s'intéresser principalement aux exsudats infectieux d'origine bactérienne, qui sont classiquement triés en 3 catégories, avec l'EPP compliqué, qui est un épanchement parapneumonique compliqué avec des critères biochimiques d'acidité, de glucoséba et de LDH très hauts, et qui peut se transformer en ampième, qui est défini par un liquide purulent à la ponction, et ou des germes à l'examen direct ou à la culture, et l'épanchement parapneumonique simple, du coup, qui ne correspond à aucun de ces critères. En termes de physiopathologie, la complication, elle arrive en 3 stades. Le premier stade, c'est la phase exsudative, qui correspond à une majoration de la perméabilité des capillaires dans le cadre de l'infection, ce qui conduit à une accumulation de liquide dans la cavité intrapleurale et qui modifie le gradient de pression. Et on aboutit à un exsudat stérile qui correspond au stade de PP non compliqué. La seconde phase, c'est la phase fibrinopurulente, où dans ce cas-là, les bactéries font effraction dans la cavité pleurale, qui attirent les cellules de l'inflammation avec des facteurs chémotactiques, et ça induit une cascade procoagulante et une inhibition de l'activité de la fibrinolyse. Et dans ces cas-là, il y a donc une accumulation de fibrine et ça rend l'épanchement plus visqueux, ce qui induit toutes les modifications qu'on a vues auparavant de pH, de glucose et de LDH, et on a dit compliqué. Et la phase 3, c'est la phase organisationnelle. Dans ce cas-là, il y a une prolifération de fibroblastes qui aboutit à des loci. Et on a aussi un épanchement pleural cloisonné, voire à une pachypleurie, et à terme, on peut aller jusqu'à des séquelles restrictives chez ces patients. La fibrinolyse intrapleurale, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est l'instillation dans le drain pleural d'agents fibrinolytiques. C'est étudié pour le traitement médical de l'épanchement parapneumonique compliqué. C'est déjà pas mal utilisé en pédiatrie et ça utilise plusieurs molécules, la streptokinase, l'urokinase et la plupart du temps l'altéplase, c'est un activateur tissulaire du plasminogène. Et de temps en temps, la DNase est associée, et en France, la seule molécule qu'on utilise, c'est le fumosin. Les contre-indications classiques, c'est la fistule bronchopleurale qui est avérée ou suspectée, une allergie à un des produits ou les risques hémorragiques d'un patient. Du coup, une des premières études randomisées qui a été faite sur le sujet, c'était MIST-1, qui a été publiée en 2005. C'est une étude du coup randomisée contrôlée qui a été faite, double aveugle, qui comparait l'injection de streptokinase dans le drain
contre l'injection de placebo qui était du sérum de série isotonique. Et c'était réalisé donc, du coup, chez des patients qui avaient déjà un drain thoracique et une antibiothérapie intraveineuse, chez des patients qui la plupart du temps avaient un drain de petit calibre, moins de 15 French. Et le critère de jugement principal, c'était la survenue du décès ou la nécessité de chirurgie à 3 mois. Et à la fin, ils retrouvaient pas de différence significative entre les deux groupes. Et donc ensuite, un peu plus tard, ils ont publié une liste de... en fait, ils se sont rendus compte que la DNase, ça pouvait être important dans le cadre de la fibrinolyse, puisque le rationnel, c'était que dans les épanchements purulents, il y avait beaucoup d'ADN de bactéries et de fibroblastes, et que c'était ça qui rendait le liquide plus visqueux et donc plus difficilement drainable. Et dans ce cadre-là, ils ont donc fait aussi un essai randomisé contrôlé en double aveugle, qui était multicentrique aussi, avec 210 patients. C'était le même type de patients que vu précédemment, et cette fois-ci, ils ont fait 4 groupes. Ils ont comparé donc l'aldéplase seule, l'ADNase, l'association des deux contre un groupe contrôle qui était le groupe placebo. Et cette fois, ils retrouvent une différence significative sur le critère de jugement principal, qui était une diminution de l'opacité pleurale à la radio entre J1 et dans le premier jour d'injection de la thérapeutique dans le drain, et J7, critère qui peut être potentiellement discutable puisque c'est pas vraiment un critère très clinique, c'était que sur la radio, quand bien même il était évalué de manière informatique avec un algorithme. Et donc, ensuite, il y a eu beaucoup d'études plutôt observationnelles, et donc notamment celle-ci qui a été publiée en 2014, qui était aussi une multicentrique internationale, qui est une étude prospective cette fois, qui avait les mêmes critères d'inclusion pour les patients, qui a étudié une centaine de patients, qui utilisaient le même protocole que la MIS2 avec les mêmes doses d'altéplase et de DNase, et définissaient leur succès thérapeutique comme une sortie de l'hospitalisation vivant et l'absence de chirurgie à 30 jours après la première dose. Et on retrouve un succès chez presque 90% des patients, avec une efficacité sur la diminution des marqueurs biologiques, la diminution de l'opacité globale sur la radio et sur la quantité liquide pleurale de ensuite, ils ont cherché à comparer la fibrinolyse et la chirurgie, qui était une chirurgie plutôt pas très invasive, qui était une thoratoscopie, pardon. Et donc là, ça c'est une étude de 2022 qui était rétrospective, elle aussi, multicentrique, qui étudiait presque 600 patients, et qui a retrouvé que en fait, la chirurgie serait une meilleure option à la fin. Leur critère de jugement principal, c'était défini comme un échec s'il y avait une persistance de l'infection qui nécessitait une intervention secondaire, et l'échec de traitement était retrouvé dans 7% chez les patients qui avaient la chirurgie versus 30% chez les patients qui avaient la fibrinolyse d'emblée. Il y avait aussi une diminution de la réadmission à 30 jours entre les deux groupes, mais par contre pas d'effet sur la mortalité. Et pour plus tard, il y a MIS3 qui est en fait un essai de faisabilité qui était aussi multicentrique randomisé, qui étudiait les patients qui avaient une infection pleurale confirmée depuis 24 heures, qui avaient été randomisés en 3 groupes, donc du coup soit une stratégie conventionnelle, donc antibiothérapie et drainage, soit la fibrinolyse, soit la thoracoscopie, et qui ne retrouvait pas de différence entre les 3 groupes, mais c'était une étude qui était pas du tout qui avait été réalisée pour confirmer les critères cliniques, et qui du coup n'était pas assez fiable pour ça, mais qui a été faite pour pouvoir justement faire un essai de plus grande ampleur pour évaluer les 3 stratégies.
Ensuite, dans la fibrinolyse, quelles sont les complications possibles? Il y a 3 complications principales que j'ai pu retrouver dans la littérature. La première complication, c'est le risque de saignement, qui était finalement assez peu présent dans les études. Dans NIS 2, par exemple, sur 52 patients, il n'y a eu que 6%, ça a représenté que 3 patients. Et dans les autres études, le taux varie entre 1,8 et 12%. Ça a été étudié un petit peu plus précisément dans cette étude-ci, qui date de 2022. C'est une étude qui est multicentrique, rétrospective et internationale, qui recrutait les mêmes patients que sur les autres études. Le critère de jugement principal, c'était la survenue d'un pneumothorax qui était cliniquement significatif, qui était défini comme un rapport hématocrite pleurale sur hématocrite sanguine supérieur à 50%, ou compris entre 25 et 50%, avec une suspicion clinique et une nécessité d'intervention. Et finalement, il a retrouvé que 4,1% de saignement pleural chez tous ces patients, sachant qu'ils ont étudié 1800, et que sur ces 4,1%, il n'y avait que 25% un quart qui ont nécessité une chirurgie. Et dans ce cas-là, la chirurgie, elle permettait premièrement d'évacuer l'hémothorax et aussi de faire le lavage par thoracoscopie. Et que les autres, la plupart du temps, ils avaient bénéficié juste de transfusion sanguine et qu'il n'y avait pas eu d'atteinte hémodynamique. Ensuite, ce qui est beaucoup décrit, c'est les douleurs thoraciques à l'injection du produit. Dans les études, il y a 15 à 25% des cas qui nécessitaient la plupart du temps des antalgies quand même par palier 3, voire qui allaient jusqu'à l'arrêt de la fibrinolyse, mais finalement dans ces patients étudiés un peu à part, même s'ils recevaient moins de doses que le schéma classique qui était de 2 doses par jour pendant 3 jours, ça semblait pas nuire à l'efficacité puisque ce n'étaient pas des patients qui allaient plus à la chirurgie que les autres. Et ensuite, il y a des case reports de fistules broncho-pleurales qui ont été décrits, un en Australie, un aux États-Unis, mais finalement qui n'avaient pas eu de grosses répercussions puisque c'était juste une toux un petit peu persistante qui avait bien évolué et chez des patients chez qui il n'y avait pas eu d'autres complications. Maintenant, quelle modalité pratique pour la fibrinolyse, notamment quelle dose on utilise. Et donc, dans ce cas-là, pour étudier ça, il y a eu une étude ADEPT en 2014 qui a étudié une dose réduite d'altéplase, c'est-à-dire une dose de 5 mg versus 10 mg qui était utilisée depuis le protocole de NIST 2. Et donc, ils étudiaient le succès thérapeutique qui était la survie sans chirurgie à 30 jours et qui était similaire à toutes les autres études de ce type, 93% de succès thérapeutique. Mais par contre, ils retrouvaient des taux de saignement similaires malgré la diminution de la dose. Et ensuite, la question c'était à savoir, est-ce qu'on injecte les 2 médicaments de manière concomitante ou est-ce qu'on les injecte un à un? Et pour ça, il y a eu une étude observationnelle prospective, mais très peu de patients, qui étudiaient la question et qui ne retrouvaient pas de différence significative. Pour conclure, la fibrinolyse intrapleurale, quand elle est faite avec de l'altéplase et de la DNase, ça semble être une alternative efficace et relativement sûre, mais avec des études qui sont de faible niveau de preuve. Le schéma d'injection idéal, ce serait du coup 10 mg d'altéplase et 5 mg de DNase 2 fois par jour, pendant à peu près 3 jours, mais ça pourrait être adapté selon l'anticoagulation reçue par le patient. Par exemple, s'ils avaient une anticoagulation curative, peut-être commencer par demi-dose vu que l'efficacité était similaire. Et par contre, il n'y a pas beaucoup d'études sur le timing d'introduction de cette thérapeutique, mais la plupart des études introduisent la fibrinolyse dans les 48 premières heures de l'infection. Et donc, probablement qu'il faudrait l'introduire le plus tôt possible. Et on n'a pas d'études encore randomisées, contrôlées sur la fibrinolyse versus la chirurgie, même si les premières études semblent
envisager que la chirurgie soit une meilleure option. La fibrinolyse reste quand même moins invasive et a un taux de succès assez élevé qui pourrait permettre de la tenter en première intention.